Bonjour à tous, je suis Yann Darwin, cofondateur du groupe Green Bull, un groupe international composé d'une quinzaine de marques et sociétés. Dans cette nouvelle émission, on est à la recherche des talents de demain, mais également de business incroyables et novateurs. C'est pourquoi les candidats vont passer par cette porte et venir faire le pitch de leur vie. En face d'eux, mes associés et moi-même, on va les aider, mais également les challenger pour investir sur les meilleurs business et les meilleurs talents. Tu sors derrière 40% de renta. Il a réinventé McDo. On peut faire une proposition de talent et se prendre un nom. Le e-commerce comme ça me fait peur. Moi, je me place du côté du deepfake éthique, du côté clair de la force. Ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Je sais pas si je peux me concentrer avec ma tête en torero. Qu'est-ce que vous demandez du coup? On est plus ou moins sur 1,6 million à 1,8 million. C'est énorme. Oh, je comprends même pas pourquoi vous voulez délibérer. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on se connaît, tu veux me marier là? Du coup, on a fait le tour, c'est bon? On a inventé un concept qui transforme n'importe quelle vidéo en un e-commerce. Tu m'as fatigué avec ton process là, j'ai envie de te parler là-dessus. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu, j'habite à Biarritz et j'ai un restaurant de smash burger. Je suis ici pour essayer de trouver un partenaire pour qu'on puisse franchiser et aller plus vite et plus fort. Quand j'ai vu la pub de Yann qui disait qu'il lançait Green Bull Accelerator, j'ai tout de suite pensé à Père et Fiche et Monsieur Albert. Je me suis dit que ce qu'on faisait, ça allait dans le sens de la diversification dans ce côté street food et que ça pourrait potentiellement les intéresser. Alors sans vouloir te mettre la pression, sache que tu es un des projets qu'ils attendent le plus de la journée. Ah bon? Burger. Ah bah Alex, les gars. là tu me laisseras te lancer s'il te plaît. Je vais t'introduire comme jamais. Ah, bien sûr que je vais faire un placement de produit incroyable. Intérêt à dire business. Si tu te mets bien à gauche, ouais, ben on te voit pas. Okay. Donc on est parti pour 20 minutes d'interview, donc faut pas que tu bouges. Ouais, j'ai dit Je m'appelle Benoît, je suis un des cofondateurs Green Bull. J'ai 38 ans et je m'occupe principalement aujourd'hui de la partie venture, acquisition, également du suivi, on va dire, structuration organisationnelle du groupe. Alors ce que je vais regarder moi, c'est qui porte ce projet. Je recherche des personnalités, effectivement plus des talents, des gens qui sont alignés aussi avec leur idée de business ou leur business. Je juge beaucoup les valeurs. Je regarde également si les gens sont conscients d'eux-mêmes et de leurs limitations ou bien de leur potentiel. Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 37 ans, marié, 2 enfants. C'est ça que tu veux savoir? Tu cherches quoi aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt sur un talent, sur un business? Ah, il faut de la lumière ou pas? On va le reprendre. Ok, donc on reprend depuis le début? Ouais, c'est ça. Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 37 ans, marié, 2 enfants. Je suis le président de Green Bull Group et je suis à la recherche d'un business avec un entrepreneur qui a déjà de l'expérience, qui a déjà eu des échecs, dans le but de créer quelque chose de cool avec lui. S'il y a une personne qui est motivée et vraie, on va pouvoir construire des choses ensemble parce qu'elle sera capable de rebondir, de pivoter et d'avancer, versus quelqu'un qui est un énorme crapaud. Ça va être plus compliqué d'avancer avec cette personne-là. Un peu de stress ou pas? Ouais, normal. 5, 4, 3, 2, 1. Burger, moi j'aime les burgers. Je suis un spécialiste de burgers. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, Quel est ton prénom? Mathieu. Mathieu? Oui. Mathieu, salut, bienvenue dans Business sous Talent. Merci. T'as 1 minute pour nous pitcher ton projet. N'oublie pas de nous dire pourquoi tu es venu ici. Ok, parfait. Donc je m'appelle Mathieu, j'ai ouvert un restaurant de smash burger à Biarritz. Notre idée elle est simple, on veut révolutionner la vision de la street food. On a créé un produit qui est uniquement basé à partir de produits frais et locaux et basé sur un vrai savoir-faire. Notre concept il est simple, c'est de la street food. On va proposer un service rapide, une qualité supérieure et une expérience client top. Chez Smashé, on fait tout de A à Z ou alors on demande avec nos recettes de faire. On a créé un modèle qui est rentable, maîtrisé et duplicable. Nos process ils sont simples mais millimétrés. On a une gestion qui est rigoureuse et on a une expérience client qui est forte. Pas besoin d'être un chef ni même issu du milieu de la restauration pour ouvrir un Smashé partout en France. On a créé un accompagnement et une formation de terrain qui va permettre à tout le monde de reproduire notre savoir-faire et de réaliser son rêve. Aujourd'hui, on cherche plus qu'un investisseur, on cherche un partenaire qui va partager avec nous cette vision, notre exigence et notre motivation. On cherche quelqu'un qui, grâce à son expérience, pourra nous aider à faire naître la franchise, la structurer et la faire grandir. Donc aujourd'hui, je suis devant vous pour vous demander 60 000 € contre 15% des parts de Smashé. Ok, merci beaucoup. Alors tu le sais peut-être, on a nous-mêmes une franchise de burger, mais de poisson. Alex, t'es peut-être le mieux placé pour commencer. Il y a déjà un gros problème dans son business parce que c'est de la viande et il n'y a pas de poisson. Plus personne ne mange des burgers de viande en 2025, on mange du burger de poisson. Vous faites pas un peu de poulet maintenant quand même? Bien joué, t'as fait tes devoirs.
Alex, il est à côté de ses pompes. Il pense que personne ne mange de burger de viande. Après, son problème principal, ça vient du fait qu'il fait des burgers de viande, alors que le futur, c'est clairement les burgers de poisson. Je pense qu'Alex, il a flippé. Il a eu peur qu'on lui pique des parts de marché avec son fiche. Tu l'as bien envoyé. Eh ben, c'est bien qu'on en parle parce qu'on n'en a pas trop communiqué dessus encore. Donc, sachez que désormais, il y a du poulet chez Père et Fiche. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ben, j'en pense que je suis très curieux sur les chiffres que j'ai vus Ouais. où il y a une renta annoncée qui est quasiment à 40%, ce qui est plus rentable qu'un McDo. Donc je suis curieux surtout sur la masse salariale et tout. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez bossé dedans et vous n'êtes pas compté? Exactement. Ok. Parce que je me suis dit sinon. Avec nous qui travaillons à l'intérieur, mais on va pas être très loin de cette rentabilité-là parce que nos process, ils sont vraiment. Tout a été calculé, millimétré, chronométré pour tout ce qu'on fait. Enfin, sur des affaires de cette taille-là, 3 collaborateurs salariés plus charge à l'année, quand même, ça compte. Ouais. On avait combien là des salariés sur On l'été? a un salarié maintenant. Donc ce salarié faisait 14% de la masse salariale? Non, on vient d'employer un salarié. On a travaillé tout l'été que tous les 3 dans le restaurant. Ok. En gros, dans le business plan, on a budgété 3 salariés, sauf qu'on est capable de les former de A à Z en fait. Donc on ne cherche pas un chef, on ne va pas avoir un salaire de chef à payer. On cherche des gens qui ont potentiellement même pas d'expérience dans la restauration, mais qui veulent se lancer. Nous, on est capable de les former de A à Z. Le meilleur exemple, c'est un des 3 associés, Mathieu. Il n'avait jamais cuisiné de sa vie, et là, c'est lui qui s'occupe de former le nouveau salarié. Il a appris en 1 mois à tout faire de A à Z dans le restaurant. Qui fait quoi entre vous 3? Alors, Mathieu, il était expert comptable et maintenant il s'occupe de la formation des nouveaux employés. Carole, elle a eu des restaurants pendant 10 ans et elle s'occupe de la direction artistique et de la communication. Et moi, je suis plus sur le côté investissement et tout ce qui va être les recettes et la partie cuisine pure. Lequel de vous deux est en couple avec Carole? Moi. Question importante. Eh oui, parce eh que oui. là, tu pars dans une direction qui est celle peut-être d'entreprendre à grande échelle, Oui. de franchiser, de scaler, etc. Ça nécessite d'avoir des objectifs de vie alignés. Exactement. Et c'est important ça. C'est important parce que dans le niveau d'engagement que ça va demander, s'il commence à y avoir une petite division, il faut que ce soit su dès le départ. Vous êtes en phase sur cette vision à projection 1 an, 5 ans On est en phase. Volonté depuis d'ouvrir début. le même nombre de Ouais. ventes? Le projet, c'est pas qu'on devienne des restaurateurs à la base, c'est qu'on est des investisseurs. Et on a vu qu'il y avait ce segment du Smash Burger qui était en train de grandir. On en a goûté plein à Biarritz, on est venu à Paris tous les faire. Et on s'est dit qu'il y avait quand même un problème sur la qualité de ce qui était proposé et la différence même de qualité entre certaines chaînes qui existent déjà. On a été Bordeaux, Paris pour goûter Junk par exemple. Est-ce que tu penses que le marché veut de la qualité à date? Puisqu'on a vu qu'il y avait eu l'énorme vague Big Fernand, Burger de Papa, King Marcel, qui ne sont quand même tous plus que l'ombre d'eux-mêmes par rapport au marché vraiment fast-food où c'est pas cher mais moins quali et ça fait des chiffres beaucoup plus importants. La qualité, c'est bien, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de business, c'est toujours pareil. Ce qui va faire le business, ça va être la façon dont j'amène le marketing, la façon dont je choisis mon emplacement, etc. Surtout pour un restaurant. La qualité, c'est super important, mais c'est pas le premier argument de vente, je pense. Alors je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre le fait de sourcer tout localement, de savoir exactement les produits qu'on veut et de ne pas, on va dire, subir le produit qui peut nous être donné par un artisan. Et le fait de réussir quand même à avoir des marges qui sont hyper intéressantes, mais de proposer un produit pas cher, mais très très bon. Combien ça coûte un burger chez toi et un menu? Ça coûte entre 10 et 12 euros et le menu à 15. Ok. Menu avec boisson? Menu boisson frites, Ok. 15 euros. C'est correct. Vous avez commencé quand? Parce qu'on voit des chiffres, etc. Fin juin. Fin juin. Ouais. Donc vous avez l'été de recul. 140 000 euros de CA et 40 000 euros de trésor à la date d'aujourd'hui. Pendant les meilleurs mois. Ouais, pendant les meilleurs mois à Biarritz, c'est ça? Pendant les meilleurs mois. C'était d'un côté très facile d'ouvrir à Biarritz au mois de juillet parce qu'il y a du monde, donc il n'y a pas besoin de faire de com, il n'y a besoin de rien, les gens ils viennent, ils consomment et il n'y a pas à réfléchir. Le côté challengeant, c'était que nous, on a ouvert le business à 3 et en vrai, on s'est fait... Il y a un truc que tu oublies, c'est que tu es un des fondateurs. Alors, comme à un moment donné, tu étais malade, même si tu étais malade, tu es venu travailler et je suis pas certain que tu aies compté tes heures exactement. Ce qui me gêne, c'est comment vous avez calculé le vrai coût de votre remplacement. Parce que si tu as besoin de 3 personnes, tu peux pas être 3. Ça, c'est dans les rêves. Maintenant, on peut être 3. Pendant l'été, je suis complètement d'accord. On faisait 80 heures par semaine, c'était impossible d'être que 3. Maintenant, Il y en a un qui est malade. même l'été prochain, on pourrait être 3. Il y en a un qui est malade. Bah, nous, on peut faire le tampon quand il y a besoin. Ou on prend un extra, c'est Mais comme ça. c'est 3 au total ou c'est 3 en même temps? 3 au total. On peut envoyer 100 burgers par service à 2, minimum. Et t'es ouvert midi et soir? Midi et soir. Ça veut dire que les 3 ils travaillent beaucoup là quand même, non? En étant ouvert midi et soir. Mais t'es ouvert 7 sur 7? 7 sur 7.
12h, 14h30, 18h30, 21h30. J'aime bien les chiffres. Il m'a dit j'ai une plage horaire d'amplitude de 110 heures par semaine et en fait sur ça je mets 3 employés. Donc 3 employés à 35 heures, ça fait à peu près 110 heures. Sauf qu'en fait c'est 3 employés qui travaillent chacun de leur côté. Tandis que tous les services, il a dit qu'il fallait 2 personnes. Donc en fait je pense qu'il a oublié d'empiler les employés et qu'en fait à la fin il en faut peut-être 4 ou 5. Mais ce qui peut déjà être très intéressant, faut voir. C'est forcément un moment où ils sont 2. Techniquement, si t'es ouvert 7 sur 7 et... 2 pour le service tout le temps, ouais. Ok. Plus que 3 employés je pense. Non 3 employés. C'est 110 heures par semaine de prod. De prod, ouais. Okay. Pour nous, pour que ça puisse fonctionner dans tous les cas, il faudrait que tu puisses prouver le modèle qui fonctionne sans toi. Ça, là aujourd'hui, tu es en train de parler que tu as ouvert un restaurant à Biarritz, Opéra Host, donc forcément, le proof of concept, il n'est pas là. Oui. Donc là, il faudrait que tu ailles dans d'autres villes, que tu fasses exactement la même chose, mais pas avec toi, avec des salariés. Et que tu réussisses à prouver que justement tu as réussi à ouvrir en sucre tes propres concepts de Smash, et puis là à ce moment on pourrait se reparler. Le problème de Mathieu dans sa démarche, c'est que son concept, actuellement, il a prouvé qu'en étant lui fondateur impliqué dans le projet, il y avait une super rentabilité, mais à côté de ça, il cherche à franchiser le concept. Et donc on n'a pas eu la preuve que le concept pouvait être franchisé avec une personne externe qui pouvait opérer, qui n'était pas forcément un fondateur, parce qu'un fondateur est forcément plus impliqué qu'une personne lambda. Et c'est un petit peu ce qu'on cherchait à comprendre ici. Donc l'idée avec nous, avec Smash Burger, c'est de pouvoir se reparler quand il a un petit peu plus prouvé son modèle. Et on serait très intéressé de pouvoir aller beaucoup plus loin avec lui parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Là, dans l'état actuel des choses, c'est très early en fait. Et on a rien pour nous sur lequel se baser. C'est-à-dire, je ne vais même pas rentrer dans la différenciation du produit ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas si vous avez de l'attraction sur les réseaux sociaux ou tout plein de choses qui feraient la différence. Vous êtes juste. Non, c'est le début. C'est vraiment le début. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai regardé. Là, on est. Pour nous, c'est vraiment très très early. Par contre, qu'on se reparle et si jamais demain il y a de l'attraction sur ton modèle, ça pourrait faire du sens. Ok. Tu sors derrière 40% de renta, à peu près. Il a réinventé McDo. Parce qu'en vrai, si tu sors 40% des bidas sur un modèle restauration rapide, c'est... Ça, c'est quand on fait 500 000 € de chiffre d'affaires, le 40%, avec 3 employés. Globalement, sur les chiffres, il sortait un EBITDA autour de 40%, sachant que sur du McDo, tu vas être la restauration rapide très fast-food, tu vas être autour de 25-30% quand c'est très bien fait. Et la masse salariale, les targets, c'est d'être à 25-30% grand max. Donc là, quand il sort 14%, c'est assez lunaire. 40% de marge, c'est faisable. Il suffit d'avoir des bons process et savoir compter. Et pour l'instant, pas de budget marketing et com. Non. Voilà, il y a ça aussi. Là, à droite, tu as Alex qui a quand même une expertise là-dedans. Tu sais que dans Père et Fils, il a fait quelque chose d'incroyable sur la stratégie, sur les réseaux sociaux. Tu pourrais storyteller d'ailleurs ce côté, le parcours un peu proximité. Est-ce que c'est quoi la strat? C'est quoi que tu as en tête? La strat, c'est ça. Les 60 000 €, ils serviront à ça, à lancer un vrai projet de com et pouvoir avancer sur ce point-là. En effet, comme l'a dit Guillaume, moi je pense que c'est très early. Le seul truc que je verrais dans un monde parfait, si tu avais prouvé, parce que tu comprends, tu fais des très bons chiffres, mais pas encore sur un modèle prouvé. Si tu avais prouvé ce modèle, je me serais dit, putain, on aurait pu faire un espèce de cluster, tu vois, avec Père et Fiche d'un côté, Smash de l'autre, même sous le même toit. Des collabs. Et d'ailleurs, en termes de marketing, c'est toujours... On croirait que c'est une mauvaise idée, mais c'est une bonne idée de mettre 2 boîtes qui font la même chose côte à côte. La totalité du trafic est supérieure par rapport au fait, ou si c'était pas le cas. Mais là, tout de suite maintenant, je pense que c'est trop tôt. Ok. Sachant que pour lancer la franchise, nous, moi avec mes associés, quand je m'étais associé avec Green Bull, on avait eu les mêmes discussions sur le budget de lancement qu'on estimait, où je me rappelle que vous nous aviez dit qu'on voyait le budget totalement à la baisse. Et je pense que là, ton budget est vraiment... franchement, 15 fois en dessous de ce dont tu aurais besoin parce que tu vas te manger des frais de tous les côtés, entre les avocats, les études marketing, le MSF, tout ce que tu veux. Trop tôt. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on se connaît, tu veux me marier là? Non mais ouvre 2-3 bouclards, va dans une vraie ville. Ok, ouais, non, je comprends. Il aime bien les préliminaires, Benoît. Il a besoin de te connaître. Va dans une ville où il y a une grosse métropole, va aussi essayer en centre-co. Quand tu auras fait 2-3 en propre, là tu as un concept, là on parle. Là c'est trop tôt là. Là voilà, c'est bon là, tu m'as pas assez... Faut encore le draguer un peu. Drague-moi trop là, c'est bon. Il adore la foot, Benoît. Ouais, Mathieu, j'adore, mais ils ont ouvert il y a 3 mois dans une ville qui est saisonnière pendant l'été. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment qu'ils aillent s'exposer au marché, ils aillent se confronter dans une grande ville où il y a différents types de populations pour qu'on puisse comprendre réellement qui est leur persona et qui vient consommer, premièrement. Et ensuite, qu'ils aillent également en centre commercial pour voir ce qui se passe et si il y a une clientèle qui est apte à consommer. Là, c'est trop tôt, c'est pas crédible aujourd'hui pour investir et accompagner un développement en franchise. Ils ont besoin d'avoir leurs 2-3 business en propre où ils pourront nous dire, ok, aujourd'hui, on a tel type de personnes qui consomment chez nous, le ticket moyen est de temps, etc. Non, mais là, c'est trop tôt en fait. Par contre,
Tu m'as fatigué avec ton process là, j'ai envie de te parler là-dessus. Ouais, c'est ce que j'allais On dire. va se parler. On est curieux. Prenons je le suis très talent, curieux. prenons le talent. On va le prendre en talent. Moi, je vote pour talent. Je suis chaud. Vous voulez faire quoi en talent? Malheureusement. Un petit contrat, Super FI, je suis bien. Lâche ton resto, Lâche ton resto. Oui. Passe du côté du burger du Non, poisson. ils sont trop bien avec nous. Puis t'es en couple aussi. Mais en tout cas, je pense que ça partira pas sur une délibération parce qu'on est tous au raccord là-dessus. Mais on t'envoie un max de force. Ouais. On t'envoie un max de force, encouragement du jury. Et on a hâte de goûter si on passe par Biarritz. Avec plaisir, ouais. Reviens nous voir quand t'en as 2-3. Très bien. Ça Merci marche. Mathieu. Merci. Au revoir. Merci Mathieu. Merci. On aurait pu manger ça à midi quand même. C'est vrai. Bon, on s'y attendait un petit peu en venant ici. On savait que notre concept il était vraiment très jeune et qu'on n'allait pas forcément avoir les preuves à leur montrer que tout fonctionnait parfaitement. Mais après, c'est plutôt encourageant dans tous les retours qu'ils ont faits et sur l'avenir qu'on peut avoir potentiellement avec eux plus tard. On avait déjà dans les tuyaux le plan de regarder pour Bordeaux, qui est à côté de Biarritz, et c'est ce qu'on va faire. On va se concentrer là-dessus maintenant. Tu peux prendre des enseignements toi là-bas. Les chiffres, les chiffres de staff cost, mais moi ça rien n'existe pas dans Je vois pas comment tu tournes à 3 employés avec son amplitude horaire. Parce qu'en fait, c'est un génie. Bah oui. En fait, son génie, c'est le process. Parce qu'en fait, il a dit il y a 110 heures d'amplitude horaire d'ouverture dans la semaine. Du coup, je m'appelle Mickaël, j'ai 26 ans, je viens de Nice et je viens présenter le projet Limited Resell qui est une marketplace pour acheter et vendre tout ce qui est sneakers, vêtements et accessoires hype, donc c'est les produits un peu en édition limitée, difficilement trouvables ou carrément en rupture de stock. C'est ça, on a une proposition donc qui est de 500 000 € contre 10% de la boîte de Limited. Je suis associé avec mon meilleur ami d'enfance, Clément, qui lui gère toute la tech, moi je gère plus la partie ops et commerciale et on est associés tous les deux. Et bien sur vos marques, D-Rock. C'est bon, elle est contente Christelle ou pas là? Christelle est contente. Christelle, là, casse-pied, elle a dit, mais moi j'ai bien envie de dire casse-couille. Hein. Elle est contente. Qu'est-ce qui se passe? Chaussettes? Mettez-vous bien sur vos marques. Christelle, je suis sur ma marque. Allez, entrée candidat dans 3, 2, 1. Bonjour. Salut. Et bonjour. Hello. Enchanté. Enchanté. Qui es-tu? Mickaël, 26 ans et de Nice aussi. Ah, Ok, niçois. à la maison. C'est ça. Bon, Mickaël, t'as une minute pour nous pitcher efficacement. Et oublie pas de nous demander ce pourquoi t'es là. Et après, on est parti pour les questions-réponses. Super. Donc une sneaker sur 4 sur les sites de revente entre particuliers est une contrefaçon. C'est pour résoudre ce problème qu'avec mon associé Clément, on a créé Limited Resell, la marketplace pour se procurer les produits hype, certifiés, authentiques et neufs. Concrètement, les produits passent par notre entrepôt où ils sont authentifiés par des experts avant d'atterrir entre les mains finales du client. On a démarré avec les sneakers, mais depuis plus d'1 an, c'est diversifié. On propose également les vêtements et les accessoires. En quelques chiffres, Limited Resell, c'est 3 millions de chiffres d'affaires prévus sur 2025, une communauté de 250 000 followers et déjà 30% du chiffre d'affaires qui est effectué en Europe, hors France. On travaille avec des gros de l'industrie, Decathlon, Sarenza et d'autres marketplaces B2B. Aujourd'hui, on ouvre le capital de Limited Resell pour 2 raisons. La première, scaler notre croissance en France, mais surtout en Europe. 2, commercialiser notre technologie. On vous propose 10% du capital contre 500 000 €. 3 millions de CA, c'est quoi les bits? Sur 2024, du coup, on était en négatif. Et on était bootstrap les 3 premières années avec un EBITDA positif entre 10 000 et 70 000 sur les 3 premières années, donc vraiment bootstrap. L'année dernière, du coup, EBITDA négatif, c'est là où on a investi beaucoup en tech, on a internalisé tout notre tech, on fait environ 100 000 € d'économie par an sur toute la tech, on pourra en parler plus tard, mais tout ce qui est algorithme de sourcing, pricing, etc. qui est externalisé. Et on s'est surtout aussi implanté en Europe, sur pas mal de marchés, donc on a posé des graines et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, on a 30% du chiffre d'affaires qui est fait en Europe hors France. Et du coup, les bits de 2025? EBIT de 2025, du coup, on repasse à l'équilibre cette année. Ok, bon, équilibré. Ouais. Ok. C'est quoi ta tech? Au niveau des technologies ou juste tous les outils qu'on a développés? Tu as dit tech. Ok, du coup on a notre marketplace actuellement qui est sous un CMS, PrestaShop, qu'on va bientôt coder, c'est prévu pour Q1 2026. Donc toute la marketplace sera aussi propriétaire, on pourra faire beaucoup d'améliorations, surtout sur le taux de conversion, etc. On a également du coup le Limited Hub qui est la plateforme pour les vendeurs. Donc il y a vraiment la marketplace pour les clients et le Limited Hub pour les vendeurs. Donc là, on travaille avec 6 000 revendeurs en France, en Europe. Donc eux, ils viennent plug leur stock et en fait, ils reçoivent des offres. Dès qu'on a une commande, ils reçoivent des offres. Si le prix match, ils reçoivent le bordereau d'expédition, ils glissent dans la paire et ils nous envoient. Donc
Marketplace, Limited Up. Ensuite, on a tous les algos de sourcing et de scrapping. C'est-à-dire qu'il faut voir les produits qu'on vend un peu comme des actions. Si demain, il y a un réapprovisionnement sur un modèle, sur un produit, c'est vraiment la demande et l'offre. Donc, il faut qu'on vienne s'ajuster en temps réel. Donc, tous les jours, il y a un repricing global sur le site. Si la cote a changé, on vient se réajuster. S'il n'a pas changé, on reste au même prix. Donc, vraiment, tout ce qui est algo de scrapping, on source donc en interne avec notre réseau de fournisseurs, mais aussi en externe. C'est-à-dire qu'on vient scraper un site de revente de sneakers en Pologne. S'ils ont la paire qu'on propose, on va venir aussi le scraper pour l'indexer dans nos prix. Et sur la répartition du CA, là, les 3 millions de CA, c'est quoi la réparte pure B2C, revendeur Du coup, nous, toutes les ventes se font sur le site en B2C et on a les ventes Marketplace en B2B. Le B2B représente 20%. Ok. Et de manière assez pragmatique, par exemple, là, sur 2025, le panier moyen par client, il est de combien? Et la marge, du coup, par commande? Panier moyen 206 € et le coût d'acquisition client, il est à 23 €, tout levé confondu. 23 € le CPA. Et la marge, du coup, restante sur les 206, c'est Du coup, en marge nette, on est à 10%. Si on repart d'en haut, marge brute, 28%. Marge brute opérationnelle, après les coûts d'expédition, packaging, etc., on est à 25%. Et marge nette au final, après coût d'acquisition, on est à 10% net. Donc, tu connais ces chiffres? Panier moyen 206 €, on fait 20 € sur une paire classique. Donc 20 € à peu près, ouais, c'est ça, par... ok. J'ai du mal à comprendre en fait, comment tu gagnes de l'argent, parce que tes marges sont vachement faibles. Donc j'ai du mal à voir à quel moment ça va devenir intéressant d'un point de vue business. Les marketplaces, c'est un business de volume, donc forcément il faut qu'on fasse plus de volume pour avoir un EBITDA positif. À titre d'exemple, là aujourd'hui à 3 millions on va être break-even, donc à 0 de rentabilité. Sur le BP 2028 on va faire 10 millions et sera un EBITDA à 1,5 million. Pour répondre du coup plus précisément à la question sur la répartition, c'est 300 000 sur vraiment l'acquisition, sur le scale des marchés France-Europe et 200 000 sur la tech parce que du coup on a développé énormément de tech et on a eu beaucoup de demandes de notre réseau des 6 000 revendeurs qui nous demandaient est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition votre outil? On avait fait beaucoup de questionnaires avec eux, beaucoup de feedback et en fait on s'est rendu compte que les 6 000 revendeurs avec qui on travaille et tous les revendeurs de manière générale, sans citer de nom de plateforme, mais en fait ils travaillent avec des Google Sheets, des Google Docs, il y en a certains ils sont sur papier, etc. Et nous en fait dans l'ERP qu'on a développé en interne, il y a 2 briques technologiques qui sont hyper pertinentes pour eux, c'est la gestion d'inventaire parce qu'il y a beaucoup de flux unitaires, etc. Et la deuxième c'est la question de comptabilité, fiscalité. Vu que c'est de l'achat-revente, il y a beaucoup de TVA sur marge, il y a des ventes qui se font en Europe, etc. Et donc il y a vraiment un pain énorme là-dessus et qu'on vient résoudre avec l'outil qu'on a développé en interne. Donc l'idée c'est de développer un SaaS qui s'appelle Revatio et qui gère en fait la gestion d'inventaire et toute leur fiscalité, comptabilité. Ça pré-match la compta, sans citer le nom encore d'une plateforme comptable. J'ai une question, j'ai compris. Tu as commencé ton pitch, sneakers, contrefaçon, blabla. À quel moment ta tech vient gérer ce problème d'authenticité? On s'en sert un petit peu, mais il n'y a pas encore. On réfléchissait au sujet d'IA, etc. pour vraiment pouvoir automatiser l'authentification. Il n'y a encore aucune IA, aucune tech qui peut le faire. Dommage. Il y a des plateformes américaines qui dépensent des millions, voire des centaines de millions là-dedans, et même eux, ils n'ont pas encore développé. Ça arrivera à terme, je pense, mais pour l'instant, l'authentification se fait manuellement. La tech sert beaucoup, on automatise pas mal de process, etc., en fonction des marques qu'on va authentifier, les modèles, etc. Mais il n'y a pas encore de recette magique pour l'authentification. C'est un sujet parce que moi, pour entrer les pieds dans le plat, il y a quand même 2 gros acteurs qui se sont un peu cassés la gueule sur le marché. Donc déjà, c'est qu'est-ce que permettrait Limitresell justement d'éviter ce cassage de gueule. Et il y a le deuxième point où effectivement, Guillaume le soulignait, c'est que c'est un marché marketplace où les marges sont quand même très faibles. Je pense qu'il y a une augmentation aussi des coûts d'acquisition sur Meta, Google, etc. depuis les 3 dernières années. En fait, je vois comment du coup tu peux lutter contre ça et permettre justement de scaler en gardant ce modèle, quoi. Sur la concurrence, ils avaient surtout en fait une grosse dette technique et c'est pour ça que nous, les premières années, Bootstrap, on a passé notre temps à voir dans l'opérationnel comment on peut aller plus vite, comment on peut faire mieux. Donc vraiment dette technique et aussi ils ont une croissance ultra rapide, ils dépendaient beaucoup de l'acquisition, ils rachetaient leurs clients en permanence, leur croissance en fait c'était vraiment le coût qu'ils mettaient en ads pour la majorité, je parle. Nous on a une croissance qui est plus saine, en bon père de famille on va dire, on a les leviers qui sont assez équilibrés, on a beaucoup travaillé le SEO, aujourd'hui on a 300 000 visiteurs par mois qui viennent sur la marketplace.
On a développé aussi l'influence, donc il y a aussi beaucoup de recherches sur le nom de marque. On fait de l'affiliation, on travaille avec les plus gros comparateurs et les blogs de sneakers, donc on a un peu une référence sur ce milieu-là. Tu as parlé du SaaS. Est-ce que tu comptes faire beaucoup plus d'argent avec ça qu'avec ton business traditionnel? Ce serait quoi la répartition et est-ce qu'il est dans la boîte? Oui, bien sûr, il sera dans la boîte. Et au niveau du chiffre d'affaires sur 2028, on prévoit un ARR d'1 million d'euros. Mais par contre, donc ça représentera 10% du CA global de la boîte. Mais par contre, au niveau de l'EBITDA, ça représentera 50% de l'EBITDA. Donc le SaaS Vatio permettra de faire en 2028 1 million de CA pour 700 000 d'EBITDA. Tu as déjà des préventes de ce SaaS par rapport à tes 6 000 revendeurs? Pas de prévente, mais on a déjà scanné le marché et ils nous ont donné du coup des fourchettes de prix sur lesquelles ils étaient prêts à mettre pour avoir accès à ces fonctionnalités. Donc on a un nombre de vendeurs qui sont prêts, dès qu'on sort le produit, à payer entre guillemets. Ils sont prêts à payer combien et quelle est la marge? Ils sont prêts à payer entre 50 et 250 euros sur les plus petits revendeurs. Par quoi? Ça va être en fonction du nombre de produits listés dans leur inventaire. C'est par produit ou par an ou par mois ou ça va être par mois. Ça va être par mois. Donc c'est 50 à 250 par mois. C'est ça. Donc sur vraiment les petits revendeurs qui ont un petit stock, mais l'idée c'est aussi de travailler avec les gros revendeurs, ceux qui ont des magasins, voire même des concurrents, et en fait leur fournir cette technologie, mais eux du coup sera sur des pricing entreprises qui seront légèrement différents des revendeurs de plus petite taille. Juste un truc que j'ai pas compris moi, mais par rapport au business model, au niveau des stocks, est-ce que tu as des stocks, donc tu prends le risque de la volatilité des changements de cours des produits ou pas du tout? Alors justement, le but c'est stock zéro. On travaille avec très peu de stocks qui sont composés des retours clients ou des best-sellers sur lesquels on prévoit un petit stock tampon. Mais sinon, on travaille quasiment qu'à la commande, c'est-à-dire dès qu'on a une commande. Va sourcer. C'est ça. Ok, on va les délibérer? Ouais. Hein, c'est important. Ouais. On te laisse quelques minutes. Ok. Alors, comment tu l'as ressenti? Plutôt bien. Pas trop stressé pendant la prise de parole. On t'a senti assez à l'aise sur le discours, donc j'imagine que c'est pas la première fois que tu viens pitcher comme ça. Si, c'est la première fois. J'ai déjà présenté la boîte, mais pitché devant des caméras, etc. Avoir un pitch vraiment de 1 minute à savoir et à déballer, c'est la première fois. Là, t'es plutôt confiant sur les suites des délibérations? Franchement, j'ai aucune idée. Parce que je sais que le modèle marketplace, il peut faire peur, vu que c'est du volume. J'ai aucune idée. Ok, messieurs, business ou talent? Lui c'est un talent, c'est juste qu'on n'aura rien à faire avec lui, mais il est top, le mec. En fait, il est bien avancé, il connaît bien ses chiffres, mais c'est juste que moi, le marché il est compliqué quoi. En fait, et le business model aussi. Le e-commerce comme ça me fait peur. Il n'y a pas de marge. Moi, je sens la déhype aussi. Beaucoup d'argent. Moi, je sens la déhype aussi dans ce milieu des sneakers, etc. Non, mais il n'est pas que sur le sneakers. Lisez la presse. Oui, mais j'ai lu la presse, mais il fait quand même. Enfin, il parle beaucoup de sneakers. Il n'a pas parlé beaucoup de collectibles, et donc il se met juste dedans maintenant. Et par contre, dans le collectible, t'as une concurrence américaine de ma boule, quoi. Moi, les gars, je sais pas si je vous l'ai dit, mais cette boîte, elle est passée devant mes yeux il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'ai exactement dit ce qu'on est en train de dire. J'ai dit, vous êtes des entrepreneurs, tu as une super équipe, vous êtes hyper complémentaires avec ton associé, mais fais attention à tes coûts d'acquisition. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est au même moment, 2 ans après. Oui, on est au même moment 2 ans après. Et je me demande juste si c'est juste le véhicule qui est pas le bon, parce que le mec, rien à dire, c'est un entrepreneur. Zéro sujet. Zéro sujet. En fait, toute la vie de la boîte, on peut faire une proposition de talent et se prendre un nom. Hein. Ah oui. Moi, c'est complètement avant. Sinon, c'est le genre de mec, faut qu'il lève, faut qu'il lève 15 millions. Mais oui, il faut qu'il lève beaucoup plus. Il faut qu'il lève 15 millions avec un gros acteur, et ça, c'est pas nous. Il a inondé le marché, et ça sera pas nous. Qui partent dans le luxe. Il va falloir qu'il... Pas l'accompagner là-dessus. Non, on peut pas. Moi, j'aime bien le profil. Le profil est top. À leur communauté, le nombre d'utilisateurs qu'ils ont et le trafic, il n'y a pas un... moi, je reste sur un peu mon truc membership. Il n'y a pas un truc à faire sur... Mais tu veux faire du business ou tu veux faire... Non, mais là, il faut qu'on parle du... Oui, business et talent, ouais. Je brainstormerai encore sur ça. Non, qu'il puisse augmenter son chiffre, ça c'est clair. Mais parce qu'il y a peut-être un pivot à faire. Tu vas le récupérer sur la partie marketing. Soit il lève énormément d'argent. Bah en fait, on a déjà discuté. Soit c'est talent et... Il veut pas? Ah non, les budgets, c'était compliqué quoi. Michael. Alors on a délibéré bien sûr, on a un verdict à te proposer. Félicitations. Tu connais tes chiffres, tu es un entrepreneur, ça se voit, tu es sûr de toi. Si on devait parier sur toi, on le ferait. On n'est pas capable de te faire une offre ni business ni talent parce qu'on pense qu'on n'est pas le bon acteur. On pense que tu ne lèves pas assez. Ok. Qu'il faut que tu lèves plus d'argent, que tu ailles occuper le terrain dans les pays que tu vises. Ce qu'on imaginerait, nous, si on était à ta place, ce serait d'aller chercher des 2, des 3 millions avec des gros fonds spécialisés.
et pas un petit acteur à 10% à 500K parce que tu vas les cramer très vite. Tu as besoin de faire de la grosse acquisition. Il y a, comme on l'a dit, en long, en large, en travers, sur ton marché, il y a une grosse problématique d'acquisition. Il faut que tu occupes le terrain. Donc, on croit beaucoup et en toi et au business, mais en fait, on n'est pas les bonnes personnes pour t'accompagner. Ok. J'ai vu moi dans ta presse, tu avais Zalando et des trucs comme ça. Ça serait pas bien d'approcher ce genre de plateforme-là? On travaille du coup déjà avec Decathlon, Sarenza. Ouais. Et là, on travaille également, qu'on est en discussion avec plusieurs autres marketplaces, notamment Zalando et beaucoup d'autres sur la partie. Et surtout sur cette partie-là, on a des coûts d'acquisition du coup qui sont plus faibles, des meilleures marges. Donc, moi, j'aurais éventuellement tapé aux portes de ces acteurs-là. Ouais, complètement. Et parce que nous, on n'est pas un acteur e-commerce de 1 et de 2, donc on n'a pas beaucoup d'expertise à t'apporter, on ne connaît pas très bien. Pour nous, c'est un business à faible marge, donc évidemment, la première réaction à chaud que je dirais de ce business-là, c'est d'essayer de trouver un moyen d'augmenter les marges et d'essayer de faire des workshops dans ce sens-là pour essayer d'augmenter la profitabilité de la compagnie, parce que sinon, tu es juste en train de... Tu vois, ça s'épuise un peu, et c'est assez risqué avant de potentiellement s'essouffler. Et derrière, d'aller taper à la porte à ces acteurs-là qui ont déjà du coup les mêmes contraintes et qui peuvent t'apporter non seulement un support financier, mais une partie intelligence également pour t'aider à grossir. Ok. Et va dans le collectible qui rapporte de l'argent et dans le luxe, pour moi. Merci. Michael, clairement, c'est un talent. On n'a pas signifié ça. Pourquoi? Parce que, à titre personnel, je pense qu'il est encore dans ce moment de vérité où il a besoin d'aller au bout de son aventure. Et s'il faut, le bout de son aventure, c'est être un succès. Et pour ça, il a besoin de parler aux bonnes personnes pour lever un maximum d'argent. Ou tout simplement, il a besoin de se rendre compte, et je lui souhaite pas, que finalement, il n'avait pas le bon véhicule pour aller là où il veut aller. Mais dans tous les cas, c'est un entrepreneur qui va réussir dans sa vie, qui réussit déjà, et qui aura un succès beaucoup plus demain qu'aujourd'hui. Merci à toi, Mickaël. Merci, Mickaël. À bientôt. Merci beaucoup. Top, merci. Salut. Ciao. Non, la porte là-bas. Ouais, la porte. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Non, je pense pas qu'ils soient trompés sur leur décision. Ils m'ont dit que c'était pas les bonnes personnes pour nous accompagner. La marketplace, c'est quand même un business très spécifique, c'est un business de volume, vraiment chirurgical. Ils m'ont plutôt conseillé de me rediriger vers des acteurs du secteur, des Decathlon, Spartoo, etc. Les gros du business pour plutôt s'associer à eux ou travailler avec eux. Si une proposition aurait pu changer la donne, c'est financière. Nous, on a déjà des investisseurs, donc forcément, ça aurait été avec une prise de part dans le capital, mais aussi l'expérience qu'ils apportent derrière. Donc un niveau mentorat, etc. Nous aider sur la partie marketing ou encore plus sur la partie acquisition. Vous aimez Business ou Talent et vous souhaitez investir à nos côtés, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En plus de voir et de comprendre notre logique d'investissement dans l'émission, vous aurez bientôt la possibilité d'avoir une position tangible dans cette aventure à nos côtés. En effet, à l'occasion de cette première saison de Business ou Talent, Green Bull Group ouvre son capital à des actionnaires extérieurs et vous pouvez en faire partie. Ceux qui rejoindront l'aventure deviendront donc non seulement actionnaires de toutes les entreprises sélectionnées dans Business ou Talent, mais également de Green Bull Group, un groupe rentable à la valorisation solide et qui a fait ses preuves en affichant de la croissance tous les ans depuis sa création en 2017. Bref, un seul investissement dans Green Bull Group, c'est une position diversifiée dans toutes les marques et sociétés du groupe, plus un portefeuille d'entreprises qui prend de l'ampleur au fur et à mesure des saisons de Business ou Talent. Pour profiter de cette occasion unique, c'est très simple, manifestez votre intérêt en remplissant le formulaire qui se trouve à l'adresse qui s'affiche à l'écran et vous serez recontacté prochainement pour une présentation complète de cette opportunité. Et le lien cliquable est également disponible en description. Merci de votre attention et on est reparti pour votre épisode de Business ou Talent. Je suis Emmanuel Ruiz, le fondateur de la société Data Squad. Nous sommes venus ici pour chercher et de la visibilité et ou lever des fonds. Ce que nous proposons, c'est le premier photomaton IA, où on transforme des selfies en des personnages imaginaires grâce à l'intelligence artificielle. Non, en fait, sinon, dans la vraie vie, ils m'ont mis un siège blanc plus haut que le vôtre. Ah ouais? Oui, regarde, je suis plus haut. Mais je te montre, voilà. T'as été rehaussé, c'est ce qu'il dit. Ah non, ouais, non. T'as été rehaussé. Bref. Ton corps va pas avec ta taille. Oui, en plus, ça ferait. Oui, vous êtes jaloux. Allez, good job. And you wait here. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. 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 Bienvenue. Quel est votre prénom? Emmanuel. Emmanuel. Et monsieur? Julio. Julio. Bienvenue dans Bienvenue. Business ou Talent. Vous connaissez l'émission, vous avez 1 minute pour nous pitcher de façon synthétique et claire. N'oubliez pas de nous rappeler à la fin de ce pitch pourquoi vous êtes là, ce que vous êtes venu chercher. Et c'est parti, c'est à vous. C'est parti. Le marché mondial de la photo événementielle souvenir pèse 1 milliard. Et il est porté par 20 000
loueurs et 100 000 appareils photomatons qui, depuis 20 ans, ne font que des photos classiques. Avec notre technologie, un simple selfie se transforme en 1000 vies différentes qui peuvent être imprimées ou partagées sur les réseaux sociaux. Notre ambition, c'est de devenir le WordPress du photomaton IA. Les références que nous avons à ce jour, c'est Intel, Disney, Warner Bros. Et surtout le réseau photomaton de 30 000 cabines dans le monde, dans 18 pays, qui équipe en France 6 000 cabines avec notre technologie. En exclusivité mondiale, voici le premier photomaton pour le grand public qui va être vendu 799 € et qui a la même technologie que celle qu'il y a dans les vraies cabines photomatons. Notre business model, il est composé d'abonnements à partir de 49 € et de crédit photo IA à 20 centimes chacune des photos. Notre chiffre d'affaires 2024 était de 400 000 €. Nous visons le million d'euros l'année prochaine et 4 millions dans 3 ans. Et pour accélérer le développement commercial de notre solution, de notre plateforme, nous cherchons 500 000 € en échange de 17% de la société. Merci beaucoup Emmanuel. Très clair. Je suis quand même assez déçu qu'il n'y ait pas des cheveux sur la photo de Yann. Parce qu'on a demandé à l'IA de garder le visage authentique. Mais nous avons des IA qui peuvent... alors, vous êtes tous beaux, quelle bonne nouvelle. Mais notre IA, elle permet de magnifier les gens. Ok. Donc, c'est selon les rêves de chacun. Je vous ai dit, un selfie, 1000 vies, on fait ce que vous avez envie d'être et de devenir. Donc à tout moment, je suis curly. Optimal, en fait, pas besoin de cheveux. C'est la magie de l'intelligence artificielle. Ok, bonne nouvelle. Ok, ce que vous tenez dans la main, ça sort de cette machine? Ce que je tiens dans la main, ça sort de cette machine ou des imprimantes qu'ont les loueurs, puisqu'on peut faire du rétrofit du parc existant. Ok. Du parc photomaton. N'importe quelle imprimante, en l'occurrence le groupe Photomaton qui a en France 10 000 cabines photo et 30 000 dans le monde, et là chercher un fournisseur pour cette technologie, on a rétrofité le logiciel avec notre plateforme et aujourd'hui 6 000 cabines en France vous permettent de faire ça. Ok, juste qu'on comprenne le marché. Les cabines que nous on appelle Photomaton, mais je crois que c'est une marque. Oui. Il y en a combien en France et dans combien vous êtes? En France, il y en a 10 000, 30 000 dans le monde, et ils ont équipé les 6 000 qui peuvent intégrer notre technologie. Vous êtes partout? Partout en France. Là, vous vendez le logiciel à Photomaton. Nous, on vend notre savoir-faire et à chaque photo, on prend une commission, quelques centimes par photo. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, sa question, c'est ça. C'est exactement le même business model, la même technologie, le même cas d'usage sur différentes niches. Parce que dans les événements où on loue des cabines photobooths classiques, vous repartez avec une photo classique, vous mettez un chapeau. Et nous, tout ça, on s'en affranchit pour magnifier davantage et personnaliser chacun des événements à la marque ou au projet. Pour que je comprenne, je me suis marié moi. Oui. Donc j'ai, comme tout le monde, je me suis marié les gars. Félicitations. Sérieux. Bravo. Une seule fois. Vraiment très content. Tu t'engages enfin. Donc on a tous. En tout cas, ma femme a loué un photomaton. Vous savez où on prend des photos quand on est bourré, là c'est marrant. Votre client, c'est qui? C'est les loueurs. Le loueur, on est d'accord. C'est les loueurs et nous, on propose sur des usages qui ne sont pas couverts par les loueurs. Par exemple, ça, c'est la première cabine photomaton portative. Parce il vient avec le monsieur. Voilà. Do you get anything from what the jury said? Or... Yes, actually I can understand pretty good French, but I cannot speak yet. That is my next step, to learn to speak French. À votre mariage, vous deviez envoyer les gens vivre l'expérience. Là, c'est l'animateur qui se déplace dans la soirée et c'est la cabine qui va vers les gens. C'est un autre niveau d'interactivité. Celle-là, parce que ces cabines-là, le loueur, il l'achète autour de 5 000 €, c'est pas possible pour un particulier. Et on a mis la même technologie, le même type de technologie sur ce photomaton grand public dont on a l'exclusivité monde, sauf la Chine,
pour 799 €, on va le lancer sur une campagne Quickstarter en financement participatif. Vous distribuez pour Photomaton ce produit-là? Non. Ça c'est pour du particulier. B2B, B2C. Ah, vous disiez vous avez l'exclusivité monde. On a l'exclusivité monde parce que le fabricant de la borne qui est chinois nous a donné l'exclusivité monde hors Chine. Ok, compris. Donc techniquement, vous avez 3 parties dans le business. Une où vous allez vendre la partie technologique à des structures qui existent déjà, que vous pouvez modifier ou améliorer. La deuxième, c'est celle-ci qui est portative, et celle-ci, c'est la nouvelle. Donc vous avez l'ambition de la rendre un peu plus mainstream en B2C à des particuliers, c'est ça? Dans tous les cas, on propose une plateforme SAS, c'est le WordPress du Photomaton IA. Comment vous arrivez à créer ça? Vous êtes marié 10 fois, vous êtes dit un marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Alors tout ça vient du fait que j'ai suffisamment confiance pour lancer des produits en étant le premier au monde à le faire, puisqu'il y a 25 ans, j'ai financé mes études en étant DJ et j'ai créé le premier logiciel DJ au monde qui aujourd'hui accompagne les DJ consoles de la marque Hercule du groupe Guillemot. 20 ans après, le produit il est toujours commercialisé, donc c'est une idée que j'ai eue il y a 25 ans. Et il y a 3 ans, j'ai créé la société NataSquad spécialisée en intelligence artificielle, quelques mois avant ChatGPT, et j'ai vu que un des problèmes majeurs qu'il allait y avoir, c'était le deepfake, l'utilisation mal intentionnée des photos et des vidéos que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je me place du côté du deepfake éthique, du côté clair de la force, pour utiliser cette possibilité technologique pour en faire un vrai business. Ça me paraît clair, mais vous parliez d'un Kickstarter. C'est souvent quelque chose qu'on fait en amont, pas forcément en aval. Ça coûte de l'argent de développer un produit. Vous n'avez pas eu envie de tester l'appétence du marché en amont au départ? Pourquoi cette décision de développer toute la techno, d'investir de l'argent et du temps pour ensuite aller chatouiller le marché? Pourquoi dans ce sens-là? Nous avons développé la technologie avant de signer le contrat avec le fabricant chinois. C'est bien la question, mais et aussi avant de tester une commercialisation. On a souvent l'habitude de tester des projets comme ça en amont et d'aller chatouiller un petit peu le marché sur des campagnes de crowdfunding par exemple. Avant de faire ce développement, là vous faites le développement en amont. Ma question c'est, est-ce que ça fait partie d'une stratégie consciente ou c'est quelque chose que vous n'avez pas réfléchi simplement dans ce sens-là? J'ai mis toute l'énergie et j'ai testé toutes les voies possibles, B2B et B2C. En termes financiers, non, j'ai pas trop dépensé, peut-être trop en énergie. C'est une remarque qui m'a surpris parce que je ne vois pas sur quels critères ils ont pensé que j'avais trop dépensé. J'ai commencé par le B2B, où j'ai vu qu'il y avait une appétence du marché pour du B2B. J'ai eu l'opportunité de signer le contrat pour du B2C. Oui. Si ce produit ne marche pas, l'investissement, il n'est que du contrat que j'ai négocié avec les Chinois. D'accord. Qui vous a engagé beaucoup financièrement? Le contrat d'exclusivité m'a coûté 50 000 €. Ok, ça va. C'est un risque mesuré. Si on enlève ça et ça, que les photomatons, que le licensing et les royalties, c'est quoi le chiffre d'affaires uniquement de ça, en ayant pénétré les 6000 cabines françaises? Oui. Ok. Et allez-y, après je fais un produit en quoi? 100 000 €. Ok. Par an? On a commencé la commercialisation en 2024. Le contrat est sur combien d'années? Il était limité. Ok. Tant que la technologie fonctionne et qu'ils sont satisfaits de nos services, on a un contrat renouvelable. Donc 100 000 € en 1 an et demi, c'est ça à peu près? La société a été créée il y a 3 ans et nous avons commencé la commercialisation en 2024, où nous avons signé la Warner, Disney. Par exemple, le lancement de Superman en France pour la Warner, il y a eu des activations où la Warner proposait des cabines qu'ils ont fait fabriquer par des prestataires avec notre technologie pour que vous sortiez à côté de Superman et des applications mobiles. Ça va être sur les investissements marketing parce que je trouve que ça arrive en mariage ou quoi sur des événements. Bon, c'est trop cool, tout le monde va se dire on se fait une photo en pirate dans l'espace, etc. Je me vois un peu plus difficilement après un repas de famille me dire bon allez... je sors mon photomaton, c'est clair. Et en fait, ça c'est ce qui se retrouve beaucoup sur tous les réseaux, les filtres Snap, TikTok, etc. où je peux enregistrer ma photo, l'avoir sur mon tel, quitte à l'imprimer. Là, je trouve qu'il y a une vraie différenciation où là, je trouve c'est un peu plus compliqué à venir pénétrer le marché et via l'investissement qui est limité en marketing, je pense qu'il faut faire des choix. Ça fait penser au visiophone versus t'as un téléphone. Pour moi, vous êtes un petit peu un peu comme le Nokia 3310 puis on a l'iPhone aujourd'hui, c'est-à-dire
là-dessus, je pense que vous faites une erreur de... J'ai pas tout saisi encore là, à quel point votre technologie elle est réelle et à quel point vous faites la différence, mais d'après ce que j'ai compris sur la partie B2B, vous êtes déjà bien positionné et vous avez réussi, à mon avis, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Ça, à mon avis, c'est un défocus parce que même en termes de vente, je pense que le marché, je sais pas qui va l'acheter. Déjà nous, là, ici, je pense que si on fait la question, le sondage, il n'y a pas grand monde. Si on étend le sondage à beaucoup plus de personnes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va acheter ça, pour toutes les raisons qu'il a mentionnées. Donc j'ai du mal à voir le marché là-dessus. Et à part vous mettre une énergie, vous allez essayer de vendre quelque chose qui directement n'a pas de sens. Encore une fois, le produit, comme vous le savez, dans n'importe quoi qu'on fait, a énormément d'importance. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est une mauvaise direction, quoi qu'il arrive. Et par contre, la vraie expertise de votre entreprise, à savoir la partie que vous avez développée en B2B, ça, je chercherai à la développer beaucoup plus pour réussir à justement faire grossir votre entreprise avec votre savoir-faire. La partie B2C, pour moi, c'est complètement un truc qu'il faut oublier. Ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Mais d'ailleurs, même ça à gauche, c'est un produit que vous pouvez par contre développer, mais sur le segment B2B aussi, son argument est valable dans les deux sens. Aller chercher des restos, des bars, etc. d'une autre taille de marché, ça peut être un produit B2B. Mais sur Délibérons. Non mais on est en face. Vous voulez Délibérons? Oui. Délibérons. J'avais depuis le début clairement identifié que notre business c'est du B2B. Ensuite, la partie B2C, c'était une opportunité que je voulais tenter, mais si des investisseurs me disent écoute, reste focus sur le B2B, je me cantonnerai à ça et on verra le B2C plus tard. Ok messieurs, business, talent. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est qu'il a dit qu'il changeait l'expérience quand à un mariage, tu disais que la borne venait à toi. Ça veut dire qu'en fait, tu loues un mec aussi qui se déplace avec... C'est vrai. Tu loues un animateur apparemment. Tu loues un animateur qui a une borne géante. Ouais. Bizarre ça. Ouais, c'est chelou. Je trouve ça bizarre du tout. Ah, pour ça, c'est du B2B, ça me choque pas. Et puis la promesse est cool. C'est-à-dire qu'on l'a tous fait dans un mariage, il l'a dit, on était tous au sien, c'était assez rigolo, mais c'est vrai que le côté immersif, il vient à toi à table, tu es en train de danser, etc. Il peut venir à toi. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, mais en effet, oui. C'est une feature. Moi les gars, je trouve ce qu'il fait c'est hyper intéressant. Je suis pas du tout fan du côté retail. Comme on l'a dit, il se focus sur le B2B. Il a déjà une traction. Il a quand même signé chez Photomaton. Ça c'est beau, mais c'est pas beaucoup de chiffres, je suis choqué. Ouais, c'est ça les trucs. Il vient de démarrer. Mais peut-être après, c'est au niveau de son pricing. Ce qui m'intéresse surtout, c'est sur l'argent qu'il cherche, c'est de l'argent dans la logique, s'il est bien alloué, pour supporter du nouveau business à chaque fois. Donc en gros, chaque euro qu'il va investir doit supporter les nouvelles ventes. Ce qu'il a dit, c'était du bizdev, du support client, etc. Donc il y a un lien où normalement l'argent qu'on va investir devrait faire du chiffre d'affaires et non pas juste de la recherche et développement. Donc moi j'aime bien, on n'a pas encore parlé de l'offre, et personnellement, moi ce côté business. Oui, parce qu'on voit la plus-value Green Bull. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur des gens très tech. Tu vois quoi comme moi, je vois zéro plus-value Green Bull, là, justement. Bah si, parce que pour faire une credit line, nobody. T'amènes ta magie là-dedans, un peu de bizdev, un peu de... Ils sont solo, un peu en mode je développe des produits, mais sur la partie B2B, moi je pense que le produit peut se développer. Maintenant, il faut voir les chiffres, c'est-à-dire est-ce que il le price bien, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça rapporte de l'argent. Mais tu vois, je le vois totalement se répandre un peu en mode petit à petit, tout le monde sur des événements commence à prendre ce genre de truc. Parce que ça apporte une plus-value à l'expérience. Oui, mais regarde, mariage de Benoît, il y en avait un, en effet. Tous les mariages où je suis allé, il y en avait un. Oui. C'était pas son truc. C'est vrai que souvent, ils mettent les déguisements dans la caisse en dessous. Aujourd'hui, tu prends ton iPhone, tu fais un filtre Snapchat. Je veux dire, l'innovation est pas folle. Moi, vraiment, avant, quand ils ont commencé à dire les cabines, photomaton, licensing et tout, je me suis dit, l'argent, il est là. Ouais. Et mais c'est 104 chiffres. Et même si tu pénètres 100% du marché, c'est 1 million de chiffres. Oui, c'est ça, c'est 1 million de chiffres. Marché FR? Non, même pas. Si tu pénètres tout le marché FR, c'est 400 000 de chiffres. Enfin, après, il y aura peut-être une scalabilité parce que les gens feront plus de photos. C'est l'utilisation, c'est mais l'usage. voilà. Benoît, c'est quoi que tu vois là-dessus parce que... Moi, ce que j'aime bien, c'est que, clairement, la seule manière dont je verrais de faire du business, c'est de lui dire si on te fait effectivement une avance d'argent pour prouver justement que si on met plus de sales, plus de bizdev, tu es capable de générer plus de chiffre d'affaires, là ça prend du sens, tu vois, et qu'on se rembourse en priorité. Mais je le ferai comme ça. Je pense que sur la partie B2B événementielle, il peut y avoir un marché et le reste vraiment rien à foutre. Je pense que Benoît est un peu trop émotionnel, donc des fois il se laisse emporter par ses émotions. Et Guillaume, c'est vraiment l'âme sensible, froide, qui vient te transpercer doucement avec sa lame. Mais honnêtement, c'est pas évident comme business. Tu joues la banque en mode financing. Quand de l'equity, bien entendu. Ouais, moi l'equity, je m'en fous. Alors regarde, si on peut faire un play purement financier,
Parce que là, on est dans un truc qui est, en termes d'innovation technologique, pour moi, encore une fois, j'ai pas creusé le sujet, donc j'en sais rien, mais je pense que c'est obsolète très très rapidement. Oui. On parle vraiment d'un truc où on a le Nokia 3310, il y a l'iPhone, et on est en train de parler du Nokia 3310, on est en train de dire mais c'est son bien. software, C'est il a un quand bon même dit que téléphone. Photomaton, ce qui est vrai, c'est le leader mondial, les gars. Et s'ils l'ont choisi, c'est qu'il a une tech. Certes, mais aujourd'hui, aujourd'hui, là où l'IA est à la mode, là où aujourd'hui la barre à l'entrée est de plus en plus faible et de plus en plus de boîtes sont en train de sortir là-dessus. Là aujourd'hui, ça génère que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je dis juste que c'est La taille de marché, elle est pas très grande. c'est un tout petit business. Donc si on aime bien le mec, on peut l'aider. On peut faire ce que tu proposes, c'est-à-dire on fait un play financier et à ce moment-là, on vient se mettre en mode royalties purement sur le. Il y a 20 centimes par photo. Voilà, Peut-être qu'on peut se rembourser en priorité sur ces royalties-là et dire voilà. Et on joue un bridge financing pour essayer de l'aider à se développer. Et puis, bon, voilà, Après, ça m'excite pas des masses non plus. Non. Après réflexion, je suis quand même plutôt du côté de Guillaume. Le mec est sympa, mais le business en lui-même n'a pas d'intérêt pour nous. Yann Darwin encore. Putain, incroyable. C'est une série Amazon, c'est exceptionnel. Bon, Emmanuel Rouliot. Je sais pas si je peux me concentrer avec ma tête en toréador. J'ai un verdict pour vous. Félicitations déjà pour la tech, qui c'est quelque chose, pour la pénétration du marché, notamment avec des grands noms mondiaux. On est embêté parce qu'on ne voit pas comment on peut avoir une immense valeur ajoutée pour vous. Au-delà de l'argent, votre levée de fonds, on pense qu'elle est même limite trop grosse et que vous n'avez pas besoin de tant d'argent que ça. Ce dont vous avez besoin, c'est plus d'éclaircir votre business model, peut-être de vous recentrer vers le B2B comme on vous le disait. Non, je ne vais pas arrêter le B2C, je vais le tester puisque cela ne me prend pas trop d'énergie, sachant que quelque part, la stratégie que j'avais sur ce petit appareil permet de faire également du B2B. C'est tout bénef sur les commentaires qu'ils m'ont fait. Je vais quand même tenter le B2C. Et donc, on ne voit pas comment on peut vous accompagner de façon business et de façon optimale. Donc on ne sera pas capable de vous faire une offre. Très bien. Je comprends pas le choix de mes associés de ne pas y aller, de ne pas donner la chance à quelqu'un qui est dans le business depuis longtemps, qui est entrepreneur, qui a prouvé avec Photomaton que ça fonctionne. Au final, c'est un mec qui a besoin de conseils, qui a besoin d'un associé business pour se focaliser là où il est mauvais, et on lui donne pas la chance. Merci déjà de participer à l'émission. Je ne me sens pas capable de pousser plus loin la commercialisation parce qu'on n'est que des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'on cherche des fonds. On l'a ressenti. Vous devez chercher des fonds, et je pense, parce que maintenant on vient d'en parler, et c'est dommage qu'on n'ait pas parlé avant, un associé business. Un associé à qui vous avez donné du capital et qui va passer son temps gratuitement au début à vous apporter des parts de marché et du chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça, c'est pas beaucoup. Ça peut être fait dans les 2 prochaines semaines. Trouvez quelqu'un qui a envie de participer à l'aventure, de mettre son temps contre de l'equity que vous allez lui donner. Et je pense que votre vrai focus, il doit être là. Développer la partie commerciale, parce qu'une fois que vous allez avoir une traction commerciale, il suffit juste de mettre de l'argent dans la machine pour l'accélérer. Et recruter d'autres petits commerciaux ou mettre du marketing pour pousser la visibilité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut. Au final, c'est un associé business. Et ça, vous pouvez le trouver dès demain. Parlez autour de vous, vous êtes entrepreneur, vous l'avez déjà fait. Parlez-en autour de vous, trouvez quelqu'un qui est prêt à prendre son courage à deux mains et taper aux portes dans le B2B. B2B, événementiel, focus, entreprise, c'est très prédictible. Et puis l'émission va vous aider à ça aussi, en vous donnant un espace de visibilité, c'est aussi le but, où des gens peut-être vont contacter et décider de vous faire une proposition. Et Rouliot est un talent exceptionnel. Muchas gracias pour ce d'avoir joué le jeu et porté. Merci à vous. Merci. Merci à vous, on laisse repartir. Merci, à bientôt. Bon courage. Merci messieurs. Je pense que ton conseil est bon. Ton conseil de fin qu'il a donné. Très sympa, très sympa. Et très gentil. Je pense qu'ils ont un prometteur. C'est comme beaucoup de gens qui sont dans leur position. Les ingénieurs, en fait, ils font leur truc dans leur cave en essayant de le vendre après l'avoir créé. C'est toujours un peu difficile. Et on peut pas tout être. C'est pour ça qu'il faut un associé, un co-founder business. Et le conseil de Benoît était excellent. Je pense qu'il sera au moins comme ça qu'un bon conseil. Ça s'est bien passé. Toute l'organisation, elle était très pro. Même vous. Vous êtes très beau et très pro. Mais on peut vous rendre magnifique avec l'IA. Et maintenant que votre passage est fait, vous vous sentez un peu plus détendu par rapport à avant? Non, ce sera ce soir, en arrivant à la maison, devant mon mojito, où je baisse, parce que là j'ai 7 heures de route pour rentrer. Donc il ne faut pas que je baisse la garde. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Frédéric Cabza. On vient vendre une innovation assez exceptionnelle qui transformerait n'importe quelle vidéo en e-commerce, en diagonale.
En gros, c'est ça. Il est 10h05, nous sommes en retard. Christelle te dit, va te faire foutre. Je t'aime, Christelle. Gentil, Christelle, tu l'as pas du tout. Je fais exprès. Ah d'accord. Ah, tu fous la merde. Christelle, au bout d'une semaine, je pense que je la rentre. Elle te déteste. Jamais dit ça. Elle nous dit on y va et qu'elle nous aime tous. Et ça, c'est vrai. Nous aussi. Allez. Attention, 3, 2, 1, entrée. Bonjour messieurs. Hello. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, bienvenue dans Business ou Talent. Merci. Vous avez 1 minute pour nous pitcher de façon claire et concise. Ensuite, n'hésitez pas à nous rappeler ce pourquoi vous venez, ce que vous venez chercher. Et on est parti. Parfait. Alors notre concept extrêmement innovatif, que vous ne manquerez pas de relever, on s'est rendu compte il y a quelques années que la consommation de la télé a radicalement évolué. Aujourd'hui, on ne consomme plus la télé en la regardant sur son canapé. Aujourd'hui, on la consomme de plus en plus sur des terminaux mobiles, des laptops, des tablettes, des smartphones. Et ce changement donne une fonctionnalité à notre innovation. C'est-à-dire que du moment où on peut cliquer, on a quelque chose de tactile, ça va rendre une fonctionnalité qui n'existait pas à l'heure actuelle jusqu'à maintenant sur la télé. Simplement, aujourd'hui, on a inventé un concept qui transforme n'importe quelle vidéo en un e-commerce. Alors avec des tractations, avec des partenaires en amont, mais l'idée générale est assez simple. C'est que du moment où on consomme ces programmes sur les laptops, on regarde notre vidéo d'une manière assez traditionnelle. À n'importe quel moment, on clique ou on touche l'écran, le programme s'arrête, des marqueurs apparaissent. En cliquant sur le marqueur qui correspond au produit, on fait monter une fiche produit et cette fiche produit rend le produit achetable tout de suite. Alors sous 2 configurations, on ne va pas s'étendre parce que j'ai très peu de temps pour vous l'expliquer. Mais aujourd'hui, on crée un marché qui est énorme. On crée un nouveau modèle économique sur le placement de produits qui était passif jusqu'à maintenant, qui devient actif. On crée un potentiel de développement de produits qui est énorme. Je vais vous prendre 3 cas très concrets d'utilisation. Les séries télé, sur les plateformes aujourd'hui, Netflix, ainsi de suite. Toute la production des fans de sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des gros clubs de sport, que ce soit du basket, du football, produisent de l'image pour être underground avec les sportifs. On pourrait rajouter une couche là-dessus, d'ailleurs on est en train de le faire. Et dernière chose, tout ce qui est tuto, démonstration produit, sur lequel on a du maquillage, sur lequel on a du bricolage, sur lequel on a plein de choses, dans la démarche où on pourra acheter tout de suite le produit qui est en démonstration devant vous. Ok. Voilà, en gros c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous demandez du coup? Alors aujourd'hui on demande à peu près 700 000 € à débattre pour 20% du capital. Ok. Donc nous sommes French Tech. Nous sommes déjà labellisés French Tech. Ouais. Ok. Et je ne vous vends pas une vue de l'esprit, je vous vends un TikTok Shop. Une application opérationnelle. Ça ressemble beaucoup à TikTok Shop. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, TikTok Shop... une vidéo avec des points, j'appuie dessus, je peux acheter un truc. Alors, c'est une vidéo qui suit un programme, qui est 100% interactive. C'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, on a une démo, on a des POC qui sont liés à ça. C'est très visuel. Incroyable parce que, imagine... Bon, les trucs de foot, mais il y a une série là qui sort comme il y a toutes les modes, genre Casa de Papel, mercredi, ce que tu veux. Tu mets pause là, mercredi là, toutes les meufs qui sont en folie sur l'actrice, pause, tac, boum, linké, la nouvelle veste, j'en sais rien, Mango. Exactement. Tu peux l'acheter direct. Vachement mieux, j'ai compris maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de live shopping. Je suis un peu trop technique peut-être par rapport à... Moi j'ai compris aussi. Ce que j'aimerais juste comprendre, c'est comment ça se... aujourd'hui, si je regarde Netflix ou je regarde, je sais pas, Prime Video, comment ça vient s'emboîter là-dedans? Alors, pour l'instant, ça ne peut pas s'emboîter parce que Netflix et Prime Video sont des solutions propriétaires et que pour pouvoir utiliser ce type de process, il faut une autorisation de ces gens-là. Aujourd'hui, on est 100% opérationnel sur le web. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un programme vidéo X ou Y, ben, on deal avec... bon, je ne vais pas citer les marques, mais on est oui, citer les marques. Hein. Voilà, en négociation avancée avec des grosses marques qui produisent du contenu vidéo de démonstration ou publicitaire. Et de ces démonstrations et de ces productions vidéo, on vient rajouter notre couche et c'est produit sur le web. C'est diffusé sur le web. D'accord, mais
Les vidéos ne sont donc pas sur les réseaux sociaux ni les grandes plateformes, mais sur les pages web. Sur les pages web. Ok. Donc il faut installer quelque chose. Soit en hébergement traditionnel, soit sur le site du client. Ok. Qu'est-ce qui... Mais du coup, ça rejoint pas l'idée de Alex. Bah si, mais en fait, qu'est-ce qui empêche justement demain Netflix, YouTube, n'importe qui, d'intégrer ça nativement? Par exemple sur YouTube, moi je verrais vachement sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube permet de faire ça nativement, comme TikTok le fait. Demain, quelle est leur barrière à l'entrée? Mes brevets. Vous avez un brevet là-dessus? Oui. On a un brevet qui dit j'ai pas le droit de mettre un lien sur une vidéo? Non, j'ai un brevet qui donne tout le process de mise en œuvre de ce qu'on fait là. Aujourd'hui, personne sait faire du suivi de produits sur de la vidéo en le rendant e-commerçant. Parce qu'en Chine, ça commence déjà à arriver, et par contre que ce soit avec vous ou n'importe quelle société, je pense que commencer à intégrer le marché est mûr, ouais, c'est clair, Je pense qu'en tout cas ce mode de fonctionnement où on mettra notre série en pause, boum, on peut acheter et tout, ça va totalement arriver. Oui, mais c'est sur une plateforme. Ouais. Ça me fait penser à l'époque de Fight Club, le film, pour les amateurs. Jamais vu, désolé. Ok. Où l'image s'arrêtait et dans ce film-là, pour les amateurs, tu pouvais voir effectivement la table, l'écran, etc., avec le lien, le prix. Moi j'aime l'idée. Juste pour comprendre le business model, à quel moment vous gagnez de l'argent? Alors en fait, c'est du deal qui est fait directement de gré à gré avec les produits qui sont placés. En gros, l'origine de la chose, c'est le placement de produits. Aujourd'hui, depuis la nuit des temps, l'amortissement d'une production cinématographique, vidéo, ainsi de suite, se fait par le biais des placements de produits. On se rapproche des marques en dealant les produits qui sont dans les productions. Et on prend un pourcentage, on prend un type fixe de démarrage pour la mise en place de ça, c'est une location en fait de ces systèmes-là, et on prend un pourcentage sur les ventes des produits qui sont vendus. L'idée est bonne, juste j'ai un problème avec le go-to-market. Ouais. Le go-to-market dans ce type de projet, c'est comment tu vas réussir à le commercialiser avec tout de suite une mise en application de la technologie. Là, le problème avec cette application-là, c'est que là où il aurait beaucoup de sens, comme Netflix, Prime, YouTube, j'ai du mal à voir comment cette technologie-là pourrait s'intégrer ou sans même être copiée directement s'ils trouvent l'idée intéressante. C'est-à-dire que tout ce qui va être TikTok, Instagram, etc., YouTube, toutes ces plateformes Netflix vont... Moi, je m'en sers, mon métier c'est le marketing stratégique. Moi, je m'en sers comme stratégie hameçon. C'est-à-dire que bien évidemment, tous ces réseaux sociaux auront une partie prenante pour nous amener sur la démo de la marque. Mettons qu'on travaille avec Jordan, je vous dis n'importe quoi, ok, avec Nike. Le but, c'est de se servir de tous ces canaux qui sont des stratégies entonnoirs pour nous, hameçon. On va aller chercher tous les canaux pour les amener sur un lancement de produit, comme pourrait faire Apple, comme pourrait faire n'importe qui, une grand-messe dans laquelle on présente notre applicatif, on présente notre film publicitaire, on présente notre produit, et en leur expliquant qu'à n'importe quel moment, en visionnant ce produit, ils pourront l'acheter en touchant l'écran avec un tuto qui sera au départ. Parce que du coup, il y a deux typologies de trucs. C'est qu'en fait, là, la façon dont vous l'adressez, c'est juste que la marque, elle peut toucher son audience d'une nouvelle façon. De plein de manières différentes. Via un format live shopping. Mais par contre, là où je trouve, en fait, moi, le truc incroyable, c'est que la marque, si elle arrive à s'intégrer, parce que quand on regarde une série Netflix encore, s'il y a une tenue qu'on aime bien, on ne sait pas généralement quel est le logo de la marque, etc. Et je pense que pour les marques, ça vient ouvrir un nouveau marché, en mode j'ai juste vu ça, je ne sais pas la marque, j'ai envie de l'acheter. Mais là où je trouve ça compliqué, c'est qu'en fait, je pense que déjà, tous les GAFA qui sont un peu des Pac-Man, là, des innovations qui mangent tout, ils doivent sûrement bosser sur des technos pareils. Donc en fait, à partir du moment où la techno est validée, comment un Netflix, Amazon, YouTube passe par cette solution que vous avez et fait pas la sienne en interne? En fait, je pense que cette techno, je trouve que c'est impossible à vendre. Il y a zéro barrière à l'entrée, les plateformes peuvent faire la même chose de leur côté et proposer du live shopping à des sites, à des marques sur leur propre site. Tu deviens juste une agence de live shopping et ça existe déjà. Ça n'empêche pas que tu parles des clients, mais il y a moins de technologie révolutionnaire derrière tout ça. Alors bien évidemment, si on l'a développé, nous si on l'a trouvé et qu'on l'a développé, une armée de développeurs pourrait trouver un process légèrement différent à un moment donné pour l'utiliser. Nous, le but, c'est de travailler rapidement. Notre solution est opérationnelle à 100% aujourd'hui. On a fait des POC qui fonctionnent. Je peux vous acheter n'importe quel produit sur les POC qu'on a fait là aujourd'hui. Le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, d'être le premier et de faire la bascule le plus rapidement possible. Clairement, un Amazon, un acteur chinois, quel qu'il en soit, s'il met 200 développeurs, il ne trouvera pas tout de suite, proprement dit. Bon, après, moi, j'ai un brevet qui me protège en Europe.
les États-Unis, je compte sur vous pour m'aider à le déployer. Voilà, ça a le mérite d'être honnête. Et Voilà, les 700, exactement. Et 700 000 euros, ça servira à quoi exactement? Alors 700 000 euros, ça fait une partie l'amortissement de ce que j'ai investi déjà dans la solution par le biais de ma structure. Et tout le reste, c'est R&D, staff, développement. Ouais, pour moi, il n'y a aucune barrière à l'entrée sur ce business-là. Vraiment, ça se copie très facilement. Quand ils parlent de 200 devs pendant X temps, je pense que pour une grosse plateforme, en une semaine, c'est copié. En tout cas, le concept de base. Après, bien sûr, il faut itérer, etc. Mais il n'y a pas d'énorme barrière à l'entrée. Mais on va aller délibérer. On va vous demander de patienter un petit peu. Délibérez bien. Merci. Merci Fred. Un point important, je vous le redis, c'est opérationnel, c'est pas une vue de l'esprit. Oui, c'est pas juste un slide. Ouais, je pense qu'ils sont intéressés, mais bon, ça m'étonne pas. Le produit était vraiment intéressant. Il suscite beaucoup d'intérêt. Maintenant, il faut concrétiser. Ok, messieurs, business, talent. Et compliqué. Il y a un peu des deux. Le business est fort intéressant pour la vision potentielle de pouvoir insérer ça et le revendre à une de ces belles plateformes qu'on connaît bien. Mais en dehors de ça, le chemin pour y aller, compliqué. Moi, j'y crois pas d'un sou. Mais Moi, j'y crois zéro. Je comprends même pas pourquoi vous voulez délibérer. Vas-y, parce que tu veux délibérer. En fait, moi, je voulais délibérer parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas. Ouais. Et je me suis dit, je peux pas poser des questions pendant 1 heure. Ok. Et il y a peut-être des choses que... On en parle en private. Donc en fait, je me suis dit... Non, mais parce qu'en fait, tu vois, ils disaient, je laisse l'opportunité même à des influx d'utiliser mes lives pour placer leurs produits, mais c'est exactement ce qu'ils font sur TikTok, par exemple. Oui. Il y a un truc qui marche bien aux US qui est arrivé où tous les influx peuvent, par exemple, mettre tous leurs produits sur une sorte d'URL qui leur fait comme un mini Shopify personnalisé. Ils peuvent mettre des plantes, en fait, tous les produits préférés de l'influx. Mais ça, c'est des fonctionnalités super dynamiques où tu as un petit abonnement. Là, en fait, je ne comprends pas comment on l'intègre. Le seul use case qui peut exister et peut même marcher demain, c'est ok, je suis Decathlon, peu importe, j'ai un site internet avec en effet des vidéos parce que j'ai des présentations produits machin, et en effet, je le mets là. C'est complètement ça. Je mets en pause, ça me sort le lien, je clique. Mais on est déjà sur un site e-commerce, tu vois. Oui, en fait, c'est une bonification. L'ordre le fait en 2 secondes en plus, mais les séries, le ciné, etc., j'y crois, mais zéro. Alors moi, par contre, demain, Netflix pose, tac, le produit épinglé, t'achètes. Il faut pas 200 devs, ça leur prend 4 jours, je pense. Mais ça, j'y crois et je pense que ça va arriver. Oui, bien sûr. Ça arrivera, Bien sûr que ça va arriver. Mais par contre, ça sera, en fait, c'est pas, je pense, via sa technique. Du coup, on a fait le tour, c'est bon. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi vous voulez délibérer. Vous voulez, rien à délibérer, c'est bon. Ouais. D'accord. Non. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Vas-y, Benoît. J'aime l'industrie, je pense que... Non mais j'aime l'industrie, je pense que totalement... T'es vachement de bonne humeur aujourd'hui. Non mais laissez-moi parler, Il s'est épilé les gens, c'est pour ça. Moi je suis pas un expert tech comme vous, j'ai l'impression je sais que vous êtes des créateurs de start-up à Silicon Valley, ce n'est pas mon cas. J'ai du mal, objectivement, à prendre une décision. Quand on sait pas trop, je préfère dire non plutôt que m'engager. On a un verdict pour vous, je vais résumer ce qui s'est dit. On ne doute pas que vous pouvez trouver des clients, ça a l'air d'être déjà parti et il est très possible que vous puissiez en vivre. Au-delà de ça, nous, en tant qu'investisseurs, on se demande dans quel ordre le go-to-market peut se faire avec les problèmes qu'on a évoqués par rapport aux gros plateformes, etc. On a cette grosse question de concurrence. On ne voit pas trop comment c'est possible factuellement de protéger cette technologie, ou en tout cas, elle est facilement contournable. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas vous accompagner, mais en tout cas, on va vous souhaiter le meilleur. Il y a un problème de business model si on regarde vraiment les films et les séries vendent des placements de produits. S'il y a une marque qui vient voir Mission Impossible pour placer, je sais pas, une montre par exemple, Mission Impossible va être rémunérée par la marque pour placer la montre. Et donc, c'est pas quelqu'un d'autre, une autre plateforme qui ensuite va mettre un lien cliquable, etc. Ça marche pas. Les producteurs ont déjà été payés, ça a déjà été monétisé, donc je pense qu'il y a même un problème légal sur la partie film-série. Merci. Merci Fred. Merci. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci. On vous laisse repartir par la porte. Merci beaucoup. Je sais pas en fait s'ils avaient peur ou pas. Après, il y a un modèle économique qui est extrêmement gros, clairement, qui peut se basculer derrière. Oui, c'est clair, ils ont fait une erreur à pas me suivre. Mais on l'illustrera plus tard avec les clients. Les prochaines étapes pour moi, c'est de vendre la solution qui est en train d'être vendue. D'ailleurs, on est à 2 doigts de vendre sur de gros annonceurs. Et quand ça va sortir, ils verront bien que là, ils se sont trompés. Une réaction? Écoute, moi je connais Fred, j'ai déjà eu l'occasion de voir la démo, donc c'est vrai que c'était un peu plus complet. Moi je suis un tout petit peu plus positif, bullish comme on dit dans le milieu, pour la raison que je comprends que le marché, ne serait-ce que des magasins, des shops qui ont envie de bonifier l'expérience utilisateur à travers des vidéos,
peuvent le faire, que c'est une vraie offre, qu'il y a déjà là un marché, et l'expectative d'être assez stylé pour que l'un des diffuseurs connus comme Netflix, Amazon Prime, etc. décide de racheter la techno et de dire maintenant tu viens chez nous, c'est pas bête, c'est une bascule pas si bête. Et je pense que même si tu revendais ça que quelques dizaines de millions d'euros après en avoir investi un ou deux, le multiple est pas mal. C'est pour ça que d'ailleurs j'étais à l'écoute et que j'étais content qu'on délibère. Mais voilà, il y avait Benoît et moi qui étions convaincus de ça. Moi je sais les clients dont il parle parce qu'il est encore sous NDA, donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'en parler. Moi il me les a déjà montrés et je sais qu'en effet c'est sacrément stylé et on parle de gros marchés. On parle de boîtes dans la cosmétique, dans trucs qui sont connus mondialement, qui dans leur application in-app veulent bonifier l'expérience et créer quelque chose d'un peu novateur avec des vidéos. Et inside il y a un marché. Il y a un marché au-delà de côté diffuseur. Même si le truc sexy c'est de revendre à des diffuseurs et de faire un x10 ou 20. Ça aurait pu être sexy. À chaud c'était compliqué mais ça demande de creuser. Alors Bruno, je suis administrateur de la société Mi12. On est fabricant et concepteur de jeux électroniques pour centres de loisirs indoor depuis maintenant 25 ans. Et il y a 4 ou 5 ans, on a décidé de se lancer dans la création de centres multi-activités. Le marché nous donne raison puisque les centres de loisirs sont en forte progression. Une manière pour nous de passer à la vitesse supérieure serait peut-être de faire de la franchise. On a un savoir-faire, il faudrait le faire savoir maintenant. Moi je mange un Smint. Ah tu sais que franchement, si t'en as un, je le prends volontiers. Ouais, il doit m'en rester 2, je pense. Ah ouais, alors garde les gars. C'est bon. Tiens, merci. J'ai une nom de boîte qui s'appelle Mint. Ah bah ouais, c'était le dernier quoi. Bah merci. Tu vois, t'as un frère. Tu vois ça, je dirais pas. T'inquiète, rouille. Allez, on va lancer le rouge, s'il vous plaît. Bonjour à vous tous. Salut. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Bruno. Bruno. Santé Bruno. Bienvenue dans Business ou Talent. Voilà. Une minute pour nous pitcher. Je vous remercie de m'avoir invité tout d'abord. Voilà, je vais vous présenter Mi12. Et Mi12, nous sommes avant tout depuis 15 ans des fabricants, des concepteurs de jeux électroniques pour centres de loisirs indoor. Et il y a 4 ans, nous nous sommes dit, en voyant la progression du secteur du loisir, qui commence à prendre ses lettres de noblesse quelque part, on s'est dit pourquoi ne pas créer des centres de loisirs multi-activités intégrés. Depuis 4 ans, on a créé 4 centres de loisirs. Et comme je vous ai dit il y a quelques secondes, la croissance est très importante et on se dit maintenant il faut passer à une vitesse supérieure. Comme on dit, seul on va vite, à 2 on va plus loin. Et donc la franchise nous paraissait une belle solution pour se développer le réseau au niveau national mais aussi au niveau international. Nous avons le savoir-faire, on aimerait bien le faire savoir. Ok. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher Bruno du coup? Alors moi je suis venu chercher des partenaires et je suis venu chercher de l'investissement. Combien? Pour créer la société qui serait la société fêtière au niveau franchiseur, donc on parle de 900 000 €, donc une participation au capital avec peut-être des comptes associés ou des comptes ouverts là-dedans. Bon voilà, mais la demande est sur 900 000 € globalement, tenant compte du fait que nous on est d'accord aussi de participer à ce capital évidemment. D'accord, est-ce que vous avez une idée de départ ou de ce que vous donnez en contrepartie? Pas encore? Alors, une idée de départ entre 30-40%, mais ça peut être plus. Il suffit d'avoir un bon pacte d'actionnaires. Ok. Pas pour plus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc vous avez de l'expérience dans les centres de loisirs, donc on parle de laser games, tout ce genre de choses, bowling, etc. Et là, donc vous voulez monter une franchise et vous ne consultez que sur cette partie-là. Mais vous avez des centres vous-même en propre? On a des centres en propre, en intégré. Donc on mettrait à la limite dans le paquet. Mais comme je vous disais, on est sur 2 phases. C'est-à-dire qu'on a appris l'expérience et les mauvais côtés, comme toute entreprise qui se développe. Et on a appris aussi de nos erreurs. Et ces centres-là n'ont pas toujours, en toute transparence, n'ont pas toujours eu la rentabilité que nous voulions espérer. On a fait des erreurs, on a changé des jeux, etc. On a changé d'activité. Mais maintenant, on a passé cette expérience-là. Et contrairement peut-être à une franchise qui commence et qui vous dirait, tiens, moi j'ai une idée, je veux lancer une franchise, je veux ouvrir mon premier magasin ou mon premier point de vente. Ici, on a déjà eu ces 2, 3, 4 ans qui nous ont permis de mûrir avec cette expertise aussi depuis 15 ans, comme je vous disais, puisqu'on a 150 clients répartis dans toute l'Europe, en Afrique et un petit peu en Asie. Et là, vous avez un centre actif du coup qui représente un peu le modèle pilote que vous allez mettre en franchise? Alors oui et non. On a des centres actifs qui ne sont pas vraiment des modèles pilotes, mais en tout cas qui peuvent devenir modèles pilotes.
Un modèle pilote, c'est tout simplement le business que tu vas reproduire quand tu franchises. Donc, c'est-à-dire tant de mètres carrés, ça peut être adaptable. Je vends ce type de produit et j'ai ce type de prestations. Donc, imaginons, il fait des laser games. C'est un laser game de entre 100 et 300 mètres carrés avec ce type de service, l'accueil comme ça, la déco comme ça, le type de prestation comme ça. Et c'est ça ensuite que tu vas aller vendre à des franchisés, parce que globalement, des franchisés qui viennent te voir, ils veulent gagner de l'argent sans avoir tout le process de création de marque et tout ce qui est assez douloureux. Donc on est à cette phase-là. Il y a notamment un centre qui pourrait devenir modèle pilote, oui, avec une recustomisation et surtout en remodelant certaines choses qui nous ont fait défaut, C'est quoi ces choses qui ont fait défaut justement? Pardon? C'est quoi les choses qui ont fait défaut? Par exemple, la communication par exemple. Ou tout simplement pas assez de rigueur au niveau du principe d'une marque avec une conceptualisation. On a pour le moment des gérants qui croient bien faire et qui font souvent très bien, mais qui ont une vision peut-être trop le nez dans le guidon. Et la franchise permettra au niveau communication, au niveau notoriété, au niveau jeu, etc., de quelque part aussi faire des communications latérales entre centres. Avant même d'aller sur le concept de la franchise, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est un centre. Est-ce qu'il est duplicable? Est-ce que justement il y a un modèle? C'est-à-dire c'est quoi un centre type en termes de revenus, sa profitabilité, à quoi il ressemblerait, tous ces éléments-là pour voir à quel point on peut l'étendre? Alors un centre type pour nous, après encore une fois différentes expériences, c'est 2400 m², entre 2000 et 3000 m². Vous êtes propriétaire des murs à chaque fois? Non, jamais. Dans le cas, jamais. Pourquoi? Parce qu'on se focalise sur le fonds de commerce. On trouve que l'EBITDA dans le fonds de commerce est plus important que dans l'immobilier. Parce que vous parlez de gérants, j'ai pas compris. Oui. C'est vos établissements en propre ou c'est via un contrat de location-gérance ou je ne sais quoi? Au jour d'aujourd'hui, on a toujours essayé d'avoir donc des centres intégrés, mais on s'adosse avec un partenaire local. Mais donc c'est un petit peu, quelque part, on fait de la franchise sans avoir le nom de franchise, puisque s'adosser à un partenaire local, c'est déjà quelque part, je dirais, la plus-value et l'expertise de la franchise. Mais qui n'est pas un gestionnaire salarié, il est indépendant? Il est salarié ou il est actionnaire, voilà. Mais de toute façon, il est payé pour ses prestations de gérant. Et ils sont rentables, les centres à date? Alors il y a des centres justement, vous me posiez la question quel est le modèle, pour moi c'est 2400 m², parce qu'on a un centre à 5000 m², mais qui est moins rentable, qu'on doit d'ailleurs remodeler, mais qui est moins rentable. Et on a des centres plus petits à 1200 ou à 1600 m² qui sont moins rentables aussi. Donc le centre de 2000 à 2400 m², et pour nous C'est quoi là qui fait qu'un centre va devenir rentable ou pas rentable par rapport justement aux différentes tailles? C'est le loyer qui a un impact? C'est quoi qui Alors le loyer, lorsque vous étiez dans le loisir il y a 10 ans, et que vous alliez trouver un gestionnaire de shopping mall ou un propriétaire de retail park et que vous lui disiez « moi j'aimerais bien te faire du loisir », il vous disait « bon, d'abord la première chose, vous savez, j'ai Zara, j'ai Decathlon, j'ai H&M qui sont devant vous et j'aime mieux travailler avec eux ». La vente en ligne est passée par là et même ces chaînes qui sont toujours performantes, je n'en demeure pas moins, ont réduit leur voilure. Et donc, pour la première fois, entre guillemets, les centres de loisirs comme les Basic Fit, enfin tous les centres finesse, ont une vraie opportunité à aller dans les centres commerciaux, dans les galeries commerciales. Et les chiffres d'affaires totaux? Alors, un centre de loisirs de 5000 m² fait entre 200 et 250 000 euros par mois. Par mois? Pardon? Par mois? Par mois, oui. Ah. Oui. C'est de l'argent. Sur la cible, 2400 m², on attend quoi? Alors, on est sur entre 100 et 150 000 euros. Ok, donc 1,5 million à 1,8 million. Investissement, il est de combien pour le franchisé? L'entièreté, donc ça c'est le modèle, l'entièreté de l'investissement, hormis évidemment des travaux de murs importants, mais le contenu, on va dire, et les améliorations du contenu de la coque, on est sur 800 € du mètre carré. Pour un centre de 2400 m², on est plus ou moins sur 1,6 million à 1,8 million. Bon, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est pas mal, c'est un amortissement important. Énorme. Les CAPEX, c'est des dépenses, des gros investissements sur les actifs à long terme. Donc des actifs que tu vas amortir. Ça peut être des bâtiments, des véhicules, même les investissements technologiques. Donc en gros, c'est les gros tickets d'entrée pour pouvoir avoir un outil de travail versus des OPEX qui sont des frais de fonctionnement. Mais par contre, l'EBITDA est intéressant. On a la charge salariale et on n'a pas de food cost. Oui, les bidas type en pourcentage, c'est quoi? Alors, 40, 50, nous, on est plutôt à 30%, 30. Mais on doit espérer 35 à 40%. Donc ça veut dire en fait, qu'on recherche des gens qui ont de l'argent, soit investisseurs, soit des gens entrepreneurs, qui vont devoir mettre 20 à 30% d'apport. Donc en gros, ils vont devoir sortir quand même un bon 500 000 € quoi, avec le fonds de roulement, etc. À franchisé, vous voulez dire? Franchisé, ouais. Alors, on commence à avoir des accords cadres, on est plus sur un apport de 200 250 000 €, ouais.
Ouais, j'ai une question. Emi12, c'est une entreprise que vous avez créée il y a 25 ans. C'est une marque. Marque que vous avez créée il y a 25 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous autofinancez pas tout le projet ou du levier bancaire ou votre présence ici et cette volonté de lever? L'histoire va très vite. La croissance dans les centres de loisirs, c'est vraiment le loisir n'était pas vraiment un secteur reconnu. C'était quelque chose d'empirique ou d'embryonnaire entre la restauration et des centres de loisirs extérieurs. Il a pris, alors j'aime pas le terme, mais en fait je vais quand même le dire, c'est lettre de noblesse, tout de suite après le Covid, où il y a eu vraiment un engouement de la population européenne, même dans le monde entier, pour les centres de loisirs. Donc le modèle est vraiment apparu, et parallèlement à cela, ce qui est apparu aussi, c'est la liberté de salles de surface. Avant, pour terminer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, avant, on avait les textiliens qui étaient devant nous, ou les grandes chaînes de fast-food, ou tout simplement les succursalistes, la grande distribution, etc. Maintenant, ces gens-là ne recherchent pas spécialement plus à s'étendre, et donc les gestionnaires de shopping mall, par exemple, non pas pour nos beaux yeux, mais se disent c'est le moment de changer nos centres commerciaux. Vous êtes souvent à Dubaï, et à Dubaï, c'est vraiment le cas de figure. Shop, eat and enjoy. Pas embêté, je sais pas pourquoi vous voulez franchiser finalement? Pourquoi pas faire des centres en propre, plus gros? Ça va pas aller vite. C'était un peu lié à ma question d'avant. Écoute, pour le moment, le secteur est en train, par exemple, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui arrivent dans le secteur, hein, et donc les banques commencent à comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, on a eu, alors sans aucune prétention, croyez-le bien, mais on a eu cette idée avant le Covid de faire des centres multi-activités. Je ne l'ai pas inventé, c'est simplement en voyant ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Asie en général. Et maintenant, tout le monde se rend compte qu'il faut le faire. Et ceux qui le font avec des rentabilités. Et donc, soit on reste petit, on avance petitement. On avait 4 centres, on a ouvert 4 centres en 2 ans, donc c'est pas mal, avec des petits moyens. Mais maintenant, il y a des gens avec des fonds d'investissement qui viennent. Et justement, il y a peut-être un moyen de le faire autrement. Oui. Peut-être en scale-up. Si vous avez déjà, vous, des centres qui tournent et qui sont rentables, allez chercher à faire du LBO sur de la concurrence, sur des gros centres qui eux aussi sont rentables, et faire du scale-up et bâtir un groupe de cette façon-là. C'est peut-être une façon de faire plus rapide. En effet, que c'est un bon compromis, je pense, entre la franchise et faire les centres en propre. La franchise, dans ce cas-là, on n'y croit pas trop parce qu'il n'y a pas de standardisation en fait. C'est-à-dire que si il faut s'adapter à chaque emplacement et changer le concept à chaque emplacement, c'est pas une franchise. Pour l'instant, c'est que vous avez une idée de vouloir franchiser, donc c'est déjà une bonne première étape. Oui. Et il faut vous travailler sur le concept de franchise dans le sens, il faut que vous ayez un modèle pilote à pouvoir mettre en face avec des revenus, une profitabilité, à quoi ça va ressembler pour qu'un franchisé puisse venir se projeter demain à vouloir justement potentiellement se franchiser. Sinon pour lui, il n'a pas d'intérêt. Là aujourd'hui, vous êtes un petit peu en mode artisanal, c'est-à-dire vous avez une expérience, vous avez fait de façon, vous avez fait vos trial and error, mais au final, vous n'avez pas quelque chose à proposer de concret, ferme, défini pour pouvoir séduire un franchisé. Et donc même si on vous donne 900 000 euros demain, on investit 900 000 euros avec vous, on va aller nulle part ensemble tout de suite. Donc nous, ce qu'on aimerait vous proposer dans un premier temps, c'est redéfinissez votre modèle tel que vous voulez le faire vraiment, avec un modèle pilote. Ayez quelque chose qui soit franchisable et après éventuellement on pourra se reparler. D'accord, ça va. Ça résume bien ce que je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça résume le fait qu'on ne délibère pas du coup. Ouais, non. Ça va, vous êtes tous d'accord? On est d'accord. Ok, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'ai une petite question, Emi12, ça n'a rien à voir avec Mission Impossible, le 12? Non. Il y avait une ça me titillait. Tom Cruise arrive. Non, absolument pas. Merci à vous, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Un petit peu déçu évidemment, mais ça peut se comprendre, ça se défend, voilà. Que dire d'autre? Toujours difficile de parler d'un dossier quand même relativement important, enfin, tous les dossiers sont importants en quelques minutes, etc. Et puis parfois on se focalise sur certaines choses et une question amène une réponse et c'est pas toujours, donc on part sur certaines autres choses, voilà. Mais voilà, c'est une belle expérience. Vous me direz, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je te dis, toi t'as un focus, c'est différent. Toi, je te dis, toi t'es un villageois, toi. Avec ton éducation. Le bûcheron. Un bûcheron, toi. De l'édition. Le premier villageois qui s'épile les jambes. Alexandre, calme-toi. Benoît Jambes lisses. Et donc là, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un partenariat. C'est pour ça qu'il est là. C'est bien d'être venu, déjà. Ce ne sera pas nous. Le projet, la chaîne va s'appeler Dinguerie.
Tu suis? Je pense vraiment qu'on peut éclater Amazon en fait. Ah waouh. Alors vas-y. Alors là, vas-y. Là, tu vas faire gagner notre attention. Si vous voulez pas plus d'associés, en effet, ça sert à rien qu'on discute. Le contenu adulte est assez spécifique. Ça, on y croit au marché. Yann consomme. Parce que si tu gardes ton projet dans ton coin, tu vas avoir des dépenses comme ça qui vont t'emmener à la faillite potentielle. Donc c'est un produit tout récent, c'est un marché vierge. Mais ça n'existe pas déjà ça? Je suis désolé, mais j'ai toujours rien compris. Pourquoi on ne comprend pas ça?